Sommet lourd avant d'aller au lit, mais attention, les experts nous préviennent des conséquences néfastes qui peuvent en découler. Mini enquête à suivre dans ce journal. Et puis affaire Bemba, Kilolo et allié, la chambre préliminaire 2 renvoie les 5 suspects en procès. Il a été confirmé en partie les charges d'atteinte à l'administration de la justice à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, Fidel Babala, Aimé Kilolo, Jean-Jacques Manguena et de Narcisse Arido. Mais merci à vous de nous rejoindre. La chambre préliminaire 2 conclut qu'il y avait bien des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que les suspects auraient commis dans le cadre de la dite affaire des atteintes à l'administration de la justice en rapport avec des témoignages. Ces atteintes, toutes commises entre la fin de 2011 et le 14 novembre 2013 dans divers lieux, incluant la subornation des témoins pour leur avoir donné de l'argent et des instructions afin qu'ils produisent de faux témoignages, mais également la production d'éléments de preuve faux ou falsifiés. La Chambre a également rejeté la requête de la défense aux fins d'arrêt procédure. Pour rappel, la Chambre de préliminaire avait ordonné la mise en liberté provisoire d'Aimé Kilolo, Jean-Jacques Manguena et Narcisse Arido, ainsi que Fidel Babala. Autre chose, 2 morts aux côtés de plusieurs dégâts matériels et blessés, c'est le bilan qui découle justement de ces tensions observées ce matin entre les habitants de la localité de Mbaou et de la cité d'Oicha et les forces de la MONUSCO en patrouille conjointe avec les forces gouvernementales dans la soirée d'hier. Depuis Béni, notre permanent dans la région, Eric Asmoussi. La première victime, Kambale Sombolani, est tombée les premières heures de la soirée du lundi 10 novembre 2014 en localité de Mbaou, située à une dizaine de kilomètres au nord de la ville de Béni. Selon les sources de la division de l'information publique au sein de la MONUSCO Béni Lubero, l'incident est survenu quand la mission onusienne et les forces gouvernementales étaient en patrouille conjointe en direction de la localité Ringeti. Selon les mêmes sources, la population avait déjà érigé des barricades sur la nationale numéro 4 dont les seuls objectif d'empêcher les forces de la MONUSCO de franchir ces chefs-lieux du groupement Bambouba Kisiki. Selon la société civile locale, dans sa chaîne de commandement, la population acquise la mission onusienne de soutenir les forces du mal dont le rebelle ougandais ADF qui ont perpétré des carnages en ville et territoire de Béni il y a peu. La deuxième victime, Zéphanie Taximen de son état, est tombée sur les coups de tirs de sommation en pleine cité d'Oicha quand les éléments de l'ordre voulaient récupérer le corps du pauvre Sombolani des mains des habitants. Du côté du chef de bureau MONUSCO Béni Lubero, Jacob Mogeni, une autopsie doit être faite pour établir la responsabilité des uns et des autres dans cette affaire. Par ailleurs, l'administrateur du territoire de Béni, Bernard Amissi Kalonda, a appelé la population au calme et à la retenue. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Débutons cette série de remises et reprises dans les différents ministères, avec d'abord celui de l'énergie où Bruno Kapanji s'en est allé pour céder son fauteuil à Matadi Ninga. Et d'entrée de jeu, le nouveau locataire a reconnu les défis qui l'attendent et promet ainsi de les relever. Et il a été décentralisé. La cérémonie de remise et reprise entre le ministre entrant de l'énergie Matadi Ninga et son prédécesseur Bruno Kapanji a commencé par des félicitations mutuelles entre les deux hommes d'État. Continuité de l'État oblige, le ministre entrant hérite de son prédécesseur plusieurs acquis, notamment la loi sur l'électricité pour tous promulguée en juillet dernier, mais aussi des défis. Les défis sont relevés par les hommes. Ce sont les hommes qui relèvent les défis. Nous allons faire un pas. Ces défis, le nouveau ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques va contribuer à les relever, sont entre autres l'augmentation d'accès de la population à l'électricité qui n'est qu'à 9% ce jour et donner de l'eau potable de qualité aux Congolais sur l'ensemble du territoire national. Et un autre ministre qui a aussi officiellement pris ses fonctions, c'est celui de l'industrie. Après le climat de tension qui a enrayé sa nomination au sein du gouvernement, Germain Kambinga s'est vu céder la place par le ministre sortant Rémi Musunga et le nouveau locataire de l'industrie promet de poursuivre le travail abattu par son prédécesseur. C'est un Germain Kambinga serein qui confirme d'assumer le passif et l'actif du ministère de l'Industrie que vient de lui laisser Rémi Musungai. Beaucoup de défis certes, mais ce jeune cadre politique affiche un optimisme qui lui fait dire que sa nomination réveille le sens du devoir. Il promet ainsi de s'investir pour que son ministère, qui est le cœur du pays, sorte les Congolais de l'importation à outrance. La vision qui aujourd'hui peut paraître mirifique d'un Congo émergent
ne sera jamais possible sans un décollage de l'industrie congolaise. La croissance productive, redistributive, tant souhaitée, tant réclamée, parce qu'elle rencontrera les problématiques sociales, résultat par ailleurs des différentes réformes déjà menées. Germain Kambinga tient à se faire découvrir un homme des résultats. À tous les collaborateurs du ministère de l'Industrie, retenez bien cette phrase, je suis un homme pressé. Nous arrivons dans ce ministère pour des résultats. Le ministère de l'Industrie n'est pas un ministère, dans mon entendement, de gestion. C'est un ministère d'action. Nous devons aller encore plus loin que ce qui a été fait. La réindustrialisation, l'industrialisation, les réformes des différentes structures liées au ministère de l'Industrie. Ma nomination à la tête de ce ministère est également et certainement un message que le chef de l'État voudrait envoyer à la jeunesse congolaise. Très confiant, ce nouveau patron de l'industrie compte sur les génies créateurs de la jeunesse et les potentialités que regorge la RDC. Et ce partage est une invitation au soutien pour la réussite d'un mandat prometteur. Et la destinée du ministère de l'Environnement et du Développement durable repose désormais entre les mains de Bienvenu Lyotan Njoli. Il vient en remplacement de Sam Bavan-Poutou. Également, comme ses collègues, il est conscient des défis qui l'attendent. Devant le ministère de l'Environnement jeudi matin, les militants du Parti démocrate chrétien ne voulaient pas manquer l'événement. Dans la salle de réunion, un seul motif réunit tout ce monde. La remise et reprise entre le ministre sortant Bavan-Poutou et le entrant Bienvenu Lyotan Njoli. Trêve de cérémonie protocolaire, cet échange de signataires démontre que la destinée du ministère de l'Environnement et du Développement durable sera désormais conduite par ses députés nationaux élus de Kinshasa dans la Lukunga. Deuxième poumon du monde par sa forêt, la RDC a un grand rôle à jouer dans la réglementation climatique. Une bonne gouvernance forestière est donc requise. Il existe également un grand besoin d'accompagnement de la population riveraine, c'est là en renforçant leurs capacités afin de mieux s'approprier la politique gouvernementale dans ce secteur. Des défis qui attendent le désormais ex-président de la Commission Relations extérieures à l'Assemblée nationale. C'en est fini avec cette page. Autre chose à présent, on a quelques jours de la clôture de la session ordinaire prévue pour ce 15 décembre 2014 et le Sénat a voté ce mercredi la loi des finances exercice 2015. Si au niveau de la Chambre basse, ce budget a été évalué à plus de 8 milliards de dollars américains, au niveau de la Chambre haute, les sénateurs ont franchi le cap de 9 milliards. Ainsi donc, une harmonisation des vues entre l'Assemblée nationale et le Sénat est fatale. Processus électoral pour un accompagnement responsable du dit processus. Le Conseil des églises œcuméniques protestantes marque son accord à l'issue, bien évidemment, d'un atelier de 3 jours sur la question. L'initiative a donc eu l'avantage de concourir à la réussite des élections transparentes. Il accepte de s'allier à la Commission électorale nationale indépendante et tirer le chariot dans la même direction. Le Conseil œcuménique des églises protestantes et la CETA ont cogité 3 jours durant sur leur accompagnement dans le processus électoral en vue des élections démocratiques. Des réflexions jugées de portée nationale. Cela couvre mieux la problématique de l'évaluation des besoins et de la planification de l'accompagnement du processus électoral en RDC. Et cela en vue, à mon humble avis, de définir les axes d'une politique conséquente et surtout de préconiser les actions à court, moyen et long terme pour sa mise en œuvre. Sur tous les plans, vos réflexions se sont résolument constamment orientées vers la satisfaction des besoins et attentes des populations et contribueront efficacement à la tenue des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Pour la pertinence, la nécessité et l'urgence d'agir en vue du couronnement, la Commission électorale nationale indépendante a témoigné sa satisfaction et sa détermination. Il s'agit d'un sujet de très haute portée nationale dans la mesure où la transparence et la crédibilité des élections
sont les conditions qui nous éclairent dans les choix des dirigeants à qui nous allons librement confier la charge de présider à notre destinée. Le résultat auquel vous êtes parvenus reflète la mesure des efforts que vous avez déployés et mérite toutes nos félicitations les plus chaleureuses. À ces échanges, les groupes spécifiques étaient aussi conviés pour connaître, comprendre et contribuer au processus électoral apaisé. Et le volume des matières traitées l'ont démontré. Et puis ce communiqué avant de poursuivre ce journal, la Commission électorale nationale indépendante invite les mandataires des partis politiques du moins accrédités à prendre part à la réunion du comité de liaison entre la CENI et les partis politiques ce vendredi 12 décembre 2014 à 9h précise dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Outre l'état des lieux du processus électoral en République démocratique du Congo, cette rencontre sera consacrée à l'organisation du secrétariat technique conjoint à la procédure de gestion des témoins dans les bureaux de vote ainsi qu'aux dispositions mises en place pour l'accréditation des mandataires des différents partis politiques. La présence de tous les mandataires accrédités est vivement recommandée. Communiqué signé Jean-Pierre Kalamba Moulumba Ngalula, rapporteur de cette institution. Après 4 années passées dans la lutte pour la consolidation de la démocratie en RDC, le Fonds Société Civile pour la Bonne Gouvernance a clôturé avec son projet en RDC, un programme qui a appuyé plusieurs organisations de la société civile à travers le pays. En tout, 2780 projets ont ainsi été subventionnés par ce programme financé par divers partenaires. Nous sommes dans l'une des nouvelles salles de Béatrice Hôtel dans la commune de la Gombe. Ici se réunissent différents partenaires, bailleurs et bénéficiaires du Fonds Société Civile pour la Bonne Gouvernance. Et sur la table, les bilans des 4 années d'activité en RDC du programme qui arrive à son terme. Ce n'est pas tout le temps les organisations non gouvernementales internationales qui peuvent mettre les gouvernants et les gouvernés ensemble. Ici, nous avons démontré clairement que les organisations de la société civile sont capables de le faire. Ce programme avait comme objectif d'appuyer la société civile considérée comme partenaire clé pour la consolidation de la démocratie en RDC. Ça a apporté un plus parce qu'à partir de ces programmes, nous avons organisé la communauté, les créateurs, les ayants droit, l'État, donc les gouvernants, par rapport à un cadre de concertation, de dialogue, parce qu'il y a eu trop de conflits. Le moment le plus fort du FSC, c'est plutôt la mise en commun des idées entre les membres de la société civile, de la collectivité et les idées des autorités. Après 4 années, 2780 projets ont été ainsi subventionnés dans toute la RDC, dans plusieurs domaines. Nous avons vu les résultats concrets sur le terrain. Nous avons vu dans les différents secteurs prenant des engagements constructifs ayant suscité l'autorité à le prêter oreille. Dans le secteur de la santé, par exemple, il y a des organisations de la société civile travaillant pour empêcher la corruption dans la livraison des produits pharmaceutiques pour l'intérêt des citoyens. Ce programme a vu le jour en juillet 2010, après plusieurs plaidoyers menés par Christian Aid auprès du gouvernement britannique et suédois, principaux bailleurs. Vulnérabilité féminine, leadership, complémentarité sociale, voilà quelques thèmes qui ont été développés au cours d'une conférence débat à l'Université protestante au Congo, organisée par l'ONU Femmes en partenariat avec le ministère du Genre, Famille et Enfants. Cette rencontre avait pour thème Jeunes et leadership féminin face aux violences basées sur le genre. Cédric Ebondo pour le reportage. Il faut un engagement des garçons et des filles. Chacun de nous a une mère quelque part. Chacun de nous a une sœur, a une petite sœur, peut-être une femme. Quelle est la place que nous accordons à cette femme dans la vie de la société? Est-ce que c'est une dépensière? Est-ce que c'est une femme, une personne qui attend qu'on fasse tout pour elle? Ou elle est à mesure aussi de jouer un rôle important pour
relever le niveau d'une famille, relever le niveau d'une communauté, relever le niveau d'une société. Et la femme dont nous parlons ici, c'est cette femme qui vient joindre ses efforts aux efforts de l'homme pour que le pays avance. Voilà un appel à conscience du chargé de communication de l'ONU Femmes aux étudiants de l'université protestante au Congo. Le but de cet échange était d'impliquer la future élite du pays à s'imprégner de contours de la lutte basée sur le genre en République démocratique du Congo. L'auditoire captivé par différents orateurs a exprimé toute son attention. Une rencontre enrichissante qui a bien éveillé le militantisme dans le chef des participants. Cette conférence a ajouté un plus dans ma vie. Je sais quoi faire, je sais comment faire et pourquoi faire pour avoir une leadership. En tout cas, j'ai aimé. Si seulement si j'y étais pas, je n'allais pas savoir quoi faire étant qu'une femme sous les violences sexuelles. Je sais que je retenu en tant que femme que je ne peux pas me limiter à certaines choses, que je peux faire tout ce qu'un homme fait. Donc, je suis au même point d'égalité avec l'homme, donc je peux travailler parce que je suis aussi dans les bancs de l'école comme un homme aussi. Vulnérabilité féminine, leadership, complémentarité sociale, plusieurs thématiques abordées dans le sens de faire comprendre aux participants le rôle et la place de chacun dans les développements du pays. Une cérémonie qui entre dans le cadre de 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Parlons à présent mine avec ces experts en la matière qui ont bénéficié de l'expertise de la structure Tetra Tech USAID basée sur la probabilité de création des différents systèmes de traçabilité et de certification des ressources minières de la RDC, ce dans le but de faciliter une bonne mobilisation des recettes minières. Objectif, contribuer à l'accroissement du budget de l'État. Le défi pour le ministère des Mines est de s'approprier un système adapté aux besoins de notre pays et surtout aux engagements internationaux que nous avons librement souscrits. Le processus au niveau du ministère des Mines se poursuit et aujourd'hui, nous pouvons vous informer que nous avons fait appel à un autre partenaire depuis le 5 décembre 2014. Notre partenaire, j'ai cité Geotraceability, qui a signé un protocole d'accord pour la mise en place d'un nouveau système de traçabilité. Les systèmes de traçabilité sont bons pour chaque pays et ça serait très bien pour le RDC. Comme tout le monde sait très bien, le RDC a une richesse énorme des minéraux et maintenant il y a une grande pression par rapport à l'accès au marché international d'avoir un système de traçabilité et de certification. Et pour les 3T, c'est absolument nécessaire suite à la législation américaine de loi Dodd-Frank. Et pour l'or, c'est très important aussi parce qu'il y a une grande production de l'or en RDC. Et puis l'actualité en province, investir dans la jeunesse pour un développement de la province. C'est autour de ce thème que se réunissent au forum dénommé Inua Vijana. Depuis ce jeudi, une trentaine de jeunes des différentes associations de la ville de Goma, nous sommes là dans le Nord Kivu, rencontre organisée par l'ONG Health for All International en partenariat avec la MONUSCO, l'UNFPA et le Conseil national de la jeunesse, bien évidemment avec d'autres partenaires. Patrick Sialois pour la correspondance. Venus des différentes associations de la jeunesse de Goma, ces jeunes seront outillés 2 jours durant sur plusieurs thématiques. Question de les pousser à prendre leur destin à main, a déclaré Madame Clémentine Ndeke, chargée des programmes de l'ONG Health for All International.
Vous savez que l'avenir de demain pour notre pays dépend de la jeunesse d'aujourd'hui. Les jeunes doivent être capables de prendre les décisions pour le développement de notre pays. Et pour cet effet, nous devons d'abord les préparer, les former, les informer par rapport à leurs droits, par rapport aux problèmes qui les guettent, afin qu'ils choisissent le bon chemin pour l'avenir de notre pays. Au courant de ces 2 jours, on est en train de parler de la politique nationale de la jeunesse, on est en train de parler de la charte africaine de la jeunesse et de voir comment investir dans la jeunesse pour le développement de notre pays. La tenue de ces forums, à en croire le président du Conseil provincial de la jeunesse, vient renforcer les thèmes du 4e congrès panafricain de la jeunesse, tenu en Afrique du Sud, qui a mis la jeunesse au centre de développement. Inua Vijana vient comme un supplément au thème de l'année du 4e congrès du développement de l'Afrique. Eh bien, Inua Vijana, c'est une initiative congolaise qui veut à ce que les jeunes soient capacités, dotés de compétences et des atouts nécessaires en vue d'être des éléments, alors des facteurs du développement et non du sous-développement. L'occasion faisant les larrons, le directeur de cabinet de la ministre provinciale de la jeunesse n'a pas tardé de solliciter aux organisateurs l'intensification de telles séances pour conscientiser les jeunes à s'engager dans la lutte contre tous les fléaux qui les gangrènent, constituant les freins au développement. Allez, nos confrères de la presse en ligne s'invitent également dans cette édition. D'abord à lire dans Le Point. Algérie, l'armée annonce avoir tué un 2e meurtrier d'Hervé Gourdel, un 2e membre donc du groupe islamique Joud al-Khilafa, impliqué dans la décapitation du touriste français Hervé Gourdel en septembre en Algérie, a été tué par l'armée, a annoncé jeudi le ministre algérien de la Justice Tayeb Louf. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les autorités ont identifié le cadavre d'un des auteurs présumés de l'assassinat tué récemment par l'armée, a déclaré Louf en marge d'une intervention au Conseil de la Nation au Sénat. Donc, sans divulguer l'identité de l'homme tué. Monsieur Louf avait déjà annoncé le 26 novembre dernier la mort d'un membre de Joud al-Khilafa. Les soldats du califat également tués par l'armée sans relever son identité. Et puis, affaire Pistorius, le procès réexaminé en appel. C'est donc à lire dans l'Express. Le procès Pistorius n'est pas fini, note le journal. Il sera réexaminé en appel à la demande du parquet a ordonné ce mercredi la juge sud-africaine Thokozile Masipa. Et en première instance, le champion paralympique avait été condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire par balle de sa compagne, le mannequin Riva Stekamp, le jour de la Saint-Valentin de l'année 2013. Et dans ce pays, la procédure interdit de contester l'autorité de la chose jugée. Le dossier ne peut être réjugé. Ainsi, l'appel doit être uniquement motivé par une erreur d'interprétation de la loi. Le tabloïd de rajouter que c'est pourquoi les magistrats de la Cour suprême d'appel vont vérifier si loi a été appliquée dans la condamnation de l'athlète de 28 ans, sextuple médaillé d'or, non pas pour un meurtre, mais pour homicide involontaire, alors que sa petite amie a été abattue, elle, de 4 balles de gros calibre à travers une porte. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité est également en continu sur notre site internet www.bone-tv.com.